Bon, bonjour à tous. Donc, on va ouvrir les débats par une session sur les pathologies inflammatoires du système nerveux. Et on va commencer par les jeunes promus. Et donc, j'ai le plaisir d'inviter Hélène Zéphir de Lille, qui a donc été promue au grade de PUPH cette année, et qu'on peut féliciter. Et qui... Merci pour elle. Et qui va nous présenter un cas clinique et une mise au point sur l'inflammation focale et diffuse dans la sclérose en plaques. Bonjour à tous. Donc je voudrais d'abord remercier l'ensemble des organisateurs pour me permettre de me présenter à vous et de vous faire cette présentation. On va donc parler de sclérose en plaques. Je l'ai intitulé inflammation focale et diffuse. Donc là, rapidement la diapositive avec les liens d'intérêt. Et puis nous allons directement commencer. Donc la sclérose en plaques, vous la connaissez comme un modèle de maladie chronique dysimmune, c'est-à-dire que sur des facteurs de prédisposition que vous connaissez, avec notamment une susceptibilité HLA, notamment HLA de type 2, qui donne une cible spécifique d'organes qui est le système nerveux central, et également d'autres facteurs génétiques qui ont été établis comme avec des gènes dont les fonctions ciblaient l'activation pro-inflammatoire, notamment de l'immunité cellulaire. Donc le déclenchement par des mécanismes initiateurs qui restent pour l'instant très énigmatiques. On a des morceaux de puzzle dans la sclérose en plaques qui sont précisés avec des facteurs environnementaux que vous connaissez, l'exposition au virus EBV, possiblement l'hypovitaminose D, le tabagisme. Ça, sur l'ensemble de ces facteurs environnementaux, sur des facteurs de prédisposition, semble enclencher des mécanismes initiateurs qui ne sont pas encore bien précisés pour la maladie. Et finalement, la première approche physiopathologique de la pathologie est une approche qui est finalement assez clinique, avec la description de différentes formes cliniques dans cette maladie chronique, spécifique d'organes, dite inflammatoire, démyélinisante et dégénérative. Alors vous connaissez tous ce schéma qui décrit une pathologie qui évolue par ce qu'on appelle une phase plutôt inflammatoire, mise en avant par des poussées cliniques associées en IRM à une accumulation de lésions visibles en hypersignal T2, et au fur et à mesure du temps, alors que les lésions neuronales sont plutôt partielles au départ, elles vont devenir plus importantes et associées à des phénomènes que l'on appelle des paramètres inflammatoires, les poussées et cette accumulation lésionnelle T2 ou les prises de Gadon en IRM qui sont un peu moins fréquentes. Donc ainsi, on décrit une phase qu'on inscrit aujourd'hui plutôt inflammatoire, début de pathologie, et une seconde partie qu'on appelle plus progressive et qu'on décrit plus dégénérative. Donc 85% des patients ont une forme rémitante, avec des patients qui majoritairement dans leur évolution vont développer une phase progressive secondaire, et puis une minorité de patients développent plus tardivement une forme primaire progressive. Mais en tout cas, lorsqu'on regarde les études anatomopathologiques de l'ensemble de ces patients, il y a quand même un critère commun qui est celui, quelles que soient les formes, de retrouver des stigmates d'inflammation. Pour la majorité des patients, on retrouvera des infiltrats dans le système nerveux central de cellules immunitaires, ce qui peut expliquer que les différentes hypothèses de cibles thérapeutiques sont des cibles immunitaires, et que les thérapeutiques aujourd'hui utilisées sont des traitements immunothérapiques anti-inflammatoires qui réduisent le taux de poussée, leur intensité, qui agissent sur le contrôle des paramètres dits inflammatoires en IRM, et dont l'impact sur la progression de la maladie reste encore discuté.
Donc pour entrer dans le vif du sujet, je voulais vous faire part de ces 2 cas cliniques qui se ressemblent, comme cet homme de 50 ans que l'on rencontre en 2009, marathonien, sportif, qui stoppe la course pour une blessure, qui se met à faire du vélo, mais qui explique que depuis 3 à 4 ans, ses capacités physiques sont quand même un peu moindres. Son épouse rajoutant que ce n'est pas depuis 3 à 4 ans, mais qu'elle a constaté une moindre tenue physique, donc depuis plutôt 8 à 10 ans. Sur une plainte d'acouphènes, il rencontre un ORL qui lui fait faire une IRM cérébrale. Et sur cette IRM, on constate, on oublie finalement les acouphènes, et on peut discuter de leur impact ou non sur les lésions, mais on découvre des lésions qui sont très inflammatoires, avec une charge lésionnelle qui est déjà marquée en périventriculaire, en sous-cortical, en juxtacortical, dans le corps calleux, pas de prise de gadolinium, et en moelle également des lésions qui semblent être de même ordre. L'examen montre un patient déficitaire déjà sur le plan clinique neurologique, cérébelleux, légèrement pyramidal, sensitif également. Il a une ponction lombaire qui ne retrouve pas de bande oligoclonale, mais on pose, parce que l'IRM et l'histoire suffisent, pour poser le diagnostic d'une sclérose en plaques de forme progressive primaire. Ce patient donc se dégrade et il continue à se dégrader insidieusement avec une activité physique de plus en plus difficile, un périmètre de marche qui se restreint, un EDSS, vous voyez, à 3 en 2009. Il n'a pas voulu intégrer l'essai, le PHRC testant le cyclophosphamide versus le somédrol au milieu des années 2000 donc. Et on fait une IRM de contrôle en 2011 qui montre que la charge lésionnelle marquée était peu changée, l'atrophie qui existait déjà s'installe de façon plus nette, toujours pas de prise de gadolinium. Il n'est pas incluable dans l'essai qui teste l'ocrelizumab en 2011, car la fonction pyramidale chez lui était trop faible. Le DSS continue à monter insidieusement avec un patient qui s'aggrave de façon plus nette en 2015 avec un EDSS à 4, et on demande une IRM à ce moment-là, et vous voyez que, alors qu'il présente une progression peut-être un peu plus marquée à ce moment-là, on voit un marqueur d'inflammation en IRM, cette prise de gadolinium que nous n'avions jamais eu l'occasion de constater encore chez lui. Cet autre cas clinique d'une femme de 32 ans en 2000 qui vient pour un déficit facial suffisamment aigu pour être admis en vasculaire, puis finalement il s'agissait vraisemblablement d'un événement inflammatoire au vu des lésions IRM. On pose le diagnostic d'une sclérose en plaques de forme rémitante parce qu'elle a fait vraisemblablement une gêne visuelle de type névrite optique quelques années avant. Et à partir de 2009, elle décrit des troubles de la marche et des troubles mnésiques et attentionnels progressifs. Et on recommence les IRM à cette époque-là, où la charge lésionnelle T2 est extrêmement marquée, comme je vais vous la montrer, avec des lésions confluentes, mais quasi identiques à l'IRM faite de 2000, avec, ceci dit, de nombreux black holes et une atrophie marquée, pas de prise de gadolinium. On pose à ce moment-là le diagnostic d'un passage en forme secondairement progressive avec une atteinte cognitive qui était déjà marquée. Alors, hors autorisation, on essaye, de par son évolution, des traitements immunosuppresseurs qui entraînent plus de soucis infectieux, d'où leur interruption, et on gère simplement ces symptômes. Et à la faveur d'un épisode de dégradation plus aiguë, dans un contexte d'infection, on recommence quelques IRM et vous voyez sur cette IRM, outre l'atrophie sous-corticale très importante, les lésions très confluentes et les black holes qu'elle présente, 3 prises de gadolinium chez une patiente qui démontre ainsi des paramètres inflammatoires en IRM après de nombreuses années d'évolution. En gros, la question qu'on peut se poser après ces 2 cas cliniques, progressif, qui ne s'arrête jamais de progresser et chez qui on recommence des IRM, pas très régulièrement, je vous l'accorde, mais chez qui on peut s'apercevoir de temps en temps de quelques paramètres inflammatoires, c'est s'il existe un découplage ou non du processus inflammatoire et du processus dégénératif. Aujourd'hui,
Les immunothérapies utilisées sont efficaces essentiellement dans les formes rémitantes, avec peu d'influence sur le phénomène de progression, en tout cas à court et moyen terme. Mais si l'on regarde ce premier schéma ici, qui vient donc d'une étude clinique montrant qu'à partir d'un certain score de handicap, d'un score de 3, la progression ensuite semble être inéluctablement identique, peut-être pas sensible à certaines prises en charge. On peut se demander s'il n'y a pas une influence précoce de la phase inflammatoire sur le processus dégénératif ultérieur et si le contrôle actif de la pathologie précocement dans cette phase inflammatoire ne permettrait donc pas de reculer ce phénomène dégénératif, mettant donc en lien, direct ou indirect en tout cas, cette phase inflammatoire précoce et les phénomènes dégénératifs qui, à un moment donné, s'autonomiseront vraisemblablement. Et puis, Oratorio, cet essai testant l'ocrelizumab, un anti-CD20, qui montre pour la première fois un effet, en tout cas sur les premières années, sur un certain contrôle du handicap chez les patients traités comparativement aux patients sous placebo. Ainsi, donc, les mécanismes de progression, on peut se dire qu'ils peuvent être peut-être eux aussi induits ou dirigés à un moment donné par des processus dits immunitaires et inflammatoires. Et je vous propose de détailler la lésion focale de la sclérose en plaques, qui est la plaque active, et puis de considérer de façon plus large les lésions que l'on voit dans la sclérose en plaques, avec une inflammation qui est bien plus large que cette lésion focale, qui associe également quelques acteurs de l'immunité innée et qui va correspondre à une inflammation beaucoup plus diffuse et compartimentée, comme on va le détailler. Alors, la sclérose en plaques, comment on pense qu'elle est initiée? Eh bien, comme pour d'autres pathologies immunitaires, on pense qu'il y a des cellules T et B autoréactives qui ont pu échapper en périphérie à la sélection négative du thymus. Donc, des cellules T ou B autoréactives circuleraient et, sous l'effet contributif de facteurs génétiques et environnementaux, pourrait enclencher des anomalies, donc des immunitaires réactives, pro-inflammatoires, par mimétisme moléculaire, donc, et reconnaissance d'antigènes normalement cryptés dans le système nerveux central et qui pourraient être reconnus de façon anormale. Donc il a été démontré que l'ensemble des cellules T, notamment CD8 à l'intérieur du parenchyme du système nerveux central, avait un aspect très clonal, donc ils ont répondu à une stimulation antigénique dont la précision reste aujourd'hui très énigmatique. Et puis, il y est associé à cet infiltrat de cellules immunitaires, principalement T, une rupture de la barrière hémato-encéphalique, une démyélisation active et une perte neuroaxonale qui, au début, n'est que partielle. Donc là, c'est la lésion focale de la sclérose en plaques, à laquelle on associe l'hypersignal T2 rehaussé par le gadolinium. Et donc, dans cette plaque active, il y a une infiltration à travers une barrière hémato-encéphalique rompue de cellules mononucléées, qui sont des macrophages pour beaucoup, et puis des lymphocytes T, très CD8 dans le parenchyme, plus CD4 pour ce qui est du périvasculaire, le CD8 étant associé aux molécules de CMH de type 1 et les CD4 plutôt de CMH, le CD68 marque le macrophage. Et au fur et à mesure du temps de la maladie, vous allez avoir la poursuite d'infiltration de cellules T et B de façon plus diffuse et une perte axonale et une atrophie qui va s'installer. Alors, vous connaissez probablement aussi ces schémas qui commencent à un petit peu dater maintenant et qui mettent en avant les différents patterns anatomopathologiques que l'on peut voir dans les différentes formes. Et vous allez voir qu'on retrouve en tout cas
toujours des aspects inflammatoires, donc dans ces formes rémitantes qui répondent aux patterns dits de type 2 et 3, avec, pour le pattern 2, beaucoup d'acteurs mononucléés lymphocytaires, T et B, avec des dépôts de compléments, mais en tout cas, les lésions sont démyélisantes, périvénulaires, et peu de lésions se retrouvent dans le cortex cérébral. Il s'y associe de larges plages de démyélisation. Ici, dans les formes plus progressives, vous voyez qu'à ces lésions focales qu'on vient de décrire dans les formes rémitantes, on peut y associer une atteinte corticale beaucoup plus importante, avec notamment une atteinte également en substance blanche d'apparence normale qui est indépendante de cette inflammation corticale. Et lorsqu'on se rapproche de ce cortex et des lésions sous-piales, on va mettre en évidence dans les formes progressives, qu'elles soient secondaires ou progressives primaires, ces fameux follicules méningés, follicules tertiaires, donc organisés, faits de lymphocytes B, avec également quelques lymphocytes T folliculaires, et qui sont donc dans des compartiments, faits également de plasmablastes. Et ces compartiments inflammatoires, méningés, habituellement peu associés à une rupture de la barrière telle qu'on la connaît avec la lésion focale qu'on a vue tout à l'heure, mais quand même avec des altérations de barrière plus modérées, mais plus soutenues, eh bien ces lésions-là sont beaucoup plus fréquentes donc dans les formes progressives et donc avec l'évolution de la pathologie. On décrit, ce que je veux vous dire, c'est que outre l'inflammation qui peut être focale et à laquelle on peut associer les poussées et l'accumulation des lésions visibles en IRM en termes d'hypersignoté 2 et de prise de gadolinium, il peut y avoir une inflammation. En fait, la pathologie est chroniquement inflammatoire, avec la mise en place de ces follicules. Alors ces follicules, je vous invite à lire cette revue sur les structures lymphoïdes tertiaires. Alors il faut savoir qu'un organe lymphoïde secondaire, ce sont donc vos ganglions, donc ça, ils ne disparaissent jamais, ils sont plastiques lorsque vous vous infectez, et ils augmentent de volume, et ils diminuent de volume lorsqu'il y a une clairance de la bactérie ou de l'autre ou d'autres substances à évacuer. Il peut y avoir également des structures préexistantes, comme dans l'intestin avec les cryopatchs, où il y a des petits isolats lymphocytaires qui peuvent prendre du volume et créer une structure lymphoïde lorsqu'il y a stimulation antigénique bactérienne, lorsqu'il y a neutralisation bactérienne, par exemple par des antibiotiques. Ces structures reviennent à leur état de base. Ici, juste quelques lymphocytes, mais rien de compartimenté. Et puis, dans n'importe quel tissu, que ce soit le cerveau, ici dans la sclérose en plaques, mais ça peut être le foie, les articulations, s'il y a une inflammation chronique, persistante, avec un environnement cytokinique, des chimiokines, vous allez faire arriver des acteurs cellulaires de l'inflammation et vont s'organiser ces follicules lymphoïdes qu'on va appeler tertiaires et qui sont réversibles si vous stoppez la stimulation antigénique. Et donc, il est démontré aujourd'hui dans la sclérose en plaques que ces follicules méningés sous-piales que l'on décrit dans les formes secondairement progressives sont associés à la perte neuronale, à la démyélisation et également, à une moindre mesure, à une réaction astrocytaire microgliale. Ainsi, quelles sont les origines potentielles du phénomène neurodégénératif dans la CEP? Bien sûr, il y a le phénomène attendu neurodégénératif, j'allais dire, qui est autonome en raison des réponses au stress oxydatif après les lésions neuroaxonales, les déficits énergétiques, les anomalies mitochondriales, les déséquilibres ioniques, mais il y a également, vraisemblablement, un driving de la dégénérescence par des cellules inflammatoires qui sont résidentes dans le système nerveux central, comme ces structures lymphoïdes tertiaires dans les méninges, et également l'intervention de cellules de l'immunité innée, dont on va parler un petit peu, qui sont résidentes dans le système nerveux central, la microglie et les astrocytes.
Alors, cette inflammation, elle peut exister dès le début de la maladie et peut être mise en évidence non pas en IRM, non pas par le gadolinium, avec une rupture de barrière qui est importante à ce moment-là, mais par certaines molécules qui peuvent traquer le macrophage, comme les USPIO, et qui montrent dès le début de la maladie qu'il peut y avoir un passage de macrophage activé de la périphérie, donc puisque vous l'injectez, l'USPIO, vers les lésions. Alors, la microglie, c'est encore un champ d'investigation qui reste assez, pas complètement vierge, mais vierge, on va dire quasiment, en sachant que la microglie, les astrocytes, peuvent se transformer aussi bien en une microglie qui est inflammatoire, de type M1, ou inflammatoire ou anti-inflammatoire, protectrice de type M2. Il est très difficile de faire la différence entre les deux. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est également qu'un neurone sain va contrôler la capacité phagocytaire de la microglie. Donc vous comprenez que la perte axonale va entraîner la réaction microgliale qui peut être décrite dans les lésions de sclérose en plaques et dans la substance blanche d'apparence normale. En conclusion, pour ce qui est de la pathologie de la sclérose en plaques, celle-ci donc associe dès le début de la maladie des marqueurs inflammatoires, mais c'est une maladie qui est chroniquement inflammatoire, focalement et de façon diffuse, avec un passage probablement entre les lésions liées à l'inflammation focale et les lésions liées à cette activité inflammatoire diffuse que l'on a décrite. Et cela a permis probablement de réfléchir à la façon dont on voyait les patients. Vous avez vu qu'au début, je parlais des différentes formes, rémitantes, secondairement progressives, et en tout cas, il n'y a pas de grande différence, de différence majeure, en tout cas en anatomopathologie, en fonction de ces différentes formes. Il s'agit donc finalement d'une seule maladie qu'on regarde peut-être à des moments différents, et ce qui va importer aujourd'hui, comme le met en avant la nouvelle classification de Lublin proposée en 2013, c'est de considérer une maladie avec une évolutivité qui est décrite comme active ou non active, progressive ou non progressive. Et à ce moment-là, est-ce que les immunothérapies que l'on utilise, est-ce qu'elles peuvent être utilisées dans toutes les formes? Quand? Précocement probablement. Lesquelles? Ça ouvre la discussion et probablement la suite des présentations. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Hélène pour cette vraiment très belle présentation qui a parfaitement illustré le caractère pluriel des processus inflammatoires, le caractère pluriel des processus dégénératifs et qui plus est dans cette période plus tardive de la maladie qu'on appelle la phase progressive. Je crois que c'est une excellente introduction pour la controverse qui aujourd'hui va porter sur a-t-on changé de paradigme d'une période de 15 ans pendant laquelle on a été heureux de pouvoir proposer aux patients qui avaient une forme dite une forme à pousser de sclérose en plaques, donc différents traitements. Les formes progressives restaient toujours un petit peu en attente d'un traitement. Quelques lueurs sont apparues au cours de ces toutes dernières années. Au fond, pour les cliniciens que nous sommes tous ici, est-ce qu'on a changé de paradigme? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les formes progressives de sclérose en plaques ont des thérapeutiques qui leur permettent de changer leur histoire? Est-ce que ça s'applique à tous les patients qui ont une forme progressive? Est-ce que ça s'applique à certains d'entre eux? C'est un débat important et pour ce débat, eh bien, nous avons sélectionné deux talentueux débatteurs que j'appelle Nicolas Collongue de Strasbourg et Aurélie Rouet qui, l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, vont développer un point de vue qui nous permettra peut-être de ressentir la complexité de cette question et d'essayer ensemble de trouver le point d'équilibre entre ces deux points de vue. Donc c'est Nicolas qui commence et Nicolas va défendre la position pro. Faut-il traiter toutes les formes progressives de sclérose en plaques? Oui. Alors Nicolas, bon courage.
Merci, Monsieur le Président. Merci aux organisateurs de m'avoir convié à défendre ce point de vue, qui est un point de vue humaniste que j'épouse tout à fait, puisqu'effectivement, je pense qu'il est délicat d'expliquer au patient qu'on ne peut plus rien pour lui. Alors, en lisant le titre, bien évidemment, je vais me concentrer essentiellement sur les traitements de fond de la sclérose en plaques progressive, sachant que vous avez tout un arsenal de traitements symptomatiques qu'il sera de bon usage de proposer aux patients. Un petit rappel sur ce qu'est une forme progressive de CEP et les différentes formes évolutives. Vous avez globalement ici les formes dites secondairement progressives. On voit très nettement la progression après la phase inflammatoire de poussée précédente, et des formes qui sont secondairement progressives avec poussée surajoutée, qu'on appelle maintenant donc progressive active, et ici progressive non active. Et vous avez des formes primairement progressives. Elles débutent avec cette aggravation lente et insidieuse du handicap, et celles-ci aussi peuvent être non actives ou actives, suivant la classification qui a été montrée tout à l'heure de 2013 par Lublin. Alors je remercie Hélène d'avoir insisté sur un point majeur, qui est que l'inflammation est un élément crucial, et vous voyez très en amont des processus physiopathologiques qui mènent à la dégénérescence. Donc, quand on parle de progression, on peut raisonnablement proposer ce genre de scénario, qui est très bien expliqué et détaillé dans cette revue de la littérature de Brain il y a 2 ans maintenant, où vraiment on démarre avec une atteinte préférentielle de la substance grise, une autonomisation et une compartimentalisation de la réponse inflammatoire, avec notamment le rôle de ces pseudofollicules lymphoïdes, qui sont d'une forme comme un peu des ganglions au niveau des méninges, et qui ont cette capacité à produire de façon autonome et chronique de l'inflammation et de l'activation cellulaire. Suite à cet enchaînement d'événements, on observe une activation de la microglie, des macrophages, des astrocytes, qui vont contribuer à produire des molécules réactives, de l'oxygène, du nitrogène et de l'oxyde nitrique, qui secondairement vont produire des anomalies énergétiques au niveau de la mitochondrie, qui conduira à une dégénérescence axonale. Bon, c'est un scénario simplifié, mais qui je pense, dont il est bon d'avoir en tête tous les éléments, et notamment le rôle premier de l'inflammation. Ce scénario est proposé dans les formes secondairement progressives et progressives primaires, avec quelques nuances sur le degré d'inflammation observé, mais malgré tout, il fait consensus dans ces 2 formes-là. Alors, quand on s'intéresse au traitement dans les formes progressives, je pense qu'il faut parler des AMM, et notamment 2 études européennes qui ont permis l'AMM européenne pour le bêta-féron et le rebif dans les formes secondairement progressives avec poussée surajoutée. Il faut parler de la mitoxantrone également, qui a l'AMM dans les formes secondairement progressives, là aussi active, donc où il reste une inflammation visible, aussi bien clinique qu'IRM. Et cette étude qui date un petit peu et qui montre, alors c'est une étude où il y a 3 groupes, un groupe placebo, un groupe mitoxantrone 5 mg par mètre carré et un groupe 12 mg. Et l'idée de cette étude, c'est une étude qui remplit tous les gold standards, contrôlée contre placebo, double aveugle, randomisée, multicentrique. Cette étude a pour but de montrer une diminution de l'activité des scléroses en plaques qui étaient traitées. Les scléroses en plaques traitées dans cette étude étaient des formes rémitantes et secondairement progressives avec poussée. Je pense qu'il faut garder ça en tête quand on lit cette étude. Et le terme progressif qui est noté dans le titre, en fait, est un terme qui ne serait plus retenu actuellement. Le terme consacré serait actif, des formes de sclérose en plaques actives. Alors, le résultat global de l'étude, qui a quand même conduit à une AMM, c'est que globalement, ces populations de patients, donc tous actives, progressifs ou non, s'amélioraient sur le critère de jugement principal, qui est un critère complexe, un critère composite, qui est composé de 5 données. Et vous voyez que quand on regarde l'ensemble de ces patients, ils s'améliorent au niveau du handicap, au niveau de la déambulation, donc vitesse de marche, et ils font également moins de poussée suite à l'introduction du traitement. Donc, tous les petits P sont significatifs. Un traitement qui n'a pas l'AMM et dont il faut parler puisqu'il est utilisé en pratique courante, notamment à Strasbourg, mais aussi à Lille, Bordeaux, enfin, nombreux centres en France, qui reste quand même une problématique un petit peu française, mais il faut en parler, c'est l'endoxan, qui est aussi un traitement immunosuppresseur. Il y a 2 études qui peuvent guider un petit peu notre pratique du produit. Une étude qu'a conduit Hélène, là, qui nous a présenté tout à l'heure son cas clinique,
qui a le mérite d'inclure un grand nombre de patients atteints de formes progressives primaires et secondairement progressifs. Vous voyez, à peu près 500 patients en tout, qu'ils ont comparé, dont l'évolution a été comparée les unes par rapport aux autres. C'est un suivi de cohorte, c'est pas une étude clinique, pas un essai clinique randomisé. Et ce qui est observé à 6 mois quand même d'endoxan, donc à la raison d'une perfusion tous les mois pendant 6 mois, c'est une amélioration du handicap chez 10 à 15% des patients et une stabilisation chez quasiment 80% des malades. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important à retenir, et quelle que soit la forme évolutive, secondairement progressive ou progressive primaire. À M12, on observe, et là aussi, ça confirme les résultats à 6 mois, les patients qui s'étaient améliorés continuent de s'améliorer, et vous voyez qu'on est entre 55 et 60% de patients qui restent stabilisés. Donc des résultats vraiment quand même plutôt encourageants, même si ce n'est pas un essai clinique randomisé classique, il donne des indications sur le potentiel de ce produit. Une autre étude que j'ai mis en regard, qui est une étude conduite par Bruno Brochet donc à Bordeaux, qui a souffert de quelques problèmes méthodologiques puisqu'ils n'ont pas pu atteindre le niveau de recrutement souhaité initialement, mais qui montre quand même globalement, dans l'analyse des critères secondaires, que les patients qui se détérioraient le plus restaient quand même les patients plutôt dans le groupe méthylprénisolone que dans le groupe endoxan. Donc si on reprend nos formes progressives de sclérose en plaques, on peut légitimement dire qu'on a l'AMM pour traiter ces formes secondairement progressives avec poussée surajoutée, avec les interférons si vous le souhaitez, la mitoxantrone si nécessaire, et que dans tous les cas, vous pouvez tenter l'endoxan qui, vous voyez, 15% des cas permettra d'améliorer réellement les patients à 1 an et dans 60% des cas de les stabiliser, ce qui est déjà un premier pas. C'était les anciens traitements, on va voir maintenant les nouveaux traitements, avec notamment un petit nouveau dont on va apprendre à utiliser et dont on va mieux connaître les effets et la tolérance dans les années qui viennent, j'en suis convaincu. C'est l'ocrelizumab, c'est un anti-CD20. Lui, il va cibler le lymphocyte B, représenté ici, qui a un rôle majeur dans la physiopathologie de la sclérose en plaques progressive, je vous l'ai montré précédemment, puisqu'il va produire des cytokines délétères, conduire à une présentation antigénique, une activation secondaire lymphocyte RT, et puis participer à la présence de ces fameux follicules ectopiques où va s'autonomiser l'inflammation. Donc cette molécule a obtenu l'AMM là tout récemment et on peut l'utiliser en ATU donc de façon exceptionnelle chez nos patients. Ce qui a permis d'obtenir ces autorisations, c'est cette étude. Donc il y a une seule étude qui a évalué l'utilité de ce produit. C'est l'étude Oratorio, qui est une étude randomisée double aveugle versus placebo, publiée donc l'année dernière, qui inclut quand même un grand nombre de patients, puisqu'on est à 800 patients à peu près, 500 ayant reçu le produit et 250 le placebo, avec un âge, vous voyez, entre 18 et 60 ans à l'inclusion. L'âge moyen des patients était en fait de 45 ans, et la médiane de l'EDSS 4,5, ce qui reste des patients quand même relativement jeunes dans leur progression, avec un score de handicap relativement, on va dire, modéré par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres études. Voilà, un délai médian depuis la progression de 6 ans, donc on est plutôt au début de la progression, et un critère principal qui est un critère tout à fait classique, qu'on utilise dans toutes les études qui cherchent à montrer cet effet neuroprotecteur, en tout cas dans les formes progressives, c'est on va évaluer la progression de l'EDSS confirmée à 3 mois, sur une étude qui va durer 2 ans. Donc le critère de jugement principal, lui, est positif, comme vous le voyez ici, avec un petit p à 0,03, ici à 2 ans. Et quand on voit la phase d'extension, on se rend compte que cet écart qu'il y a dans l'aggravation du handicap se maintient. Le groupe placebo s'aggravant plus rapidement que le groupe sous ocrelizumab. Et c'est la même chose quand on confirme le DSS à 6 mois au lieu de 3 mois. Ce qui est intéressant aussi de regarder quand on a un critère de jugement principal qui est positif, c'est l'ensemble des critères secondaires qui ont été évalués. Quand ils sont concordants avec ce qu'on voit en tant que critère, quand on analyse le critère principal, ça apporte du poids réellement à l'étude et une compréhension plus détaillée du mécanisme d'action. On voit que l'ocrelizumab permet de ralentir l'évolution de la charge lésionnelle T2, voire de la diminuer chez les patients, ce qui a le mérite quand même d'être noté, c'est assez remarquable, et d'autre part de limiter l'aggravation de l'évolution de l'atrophie cérébrale comparée au placebo. Donc vous voyez qu'on agit sur l'inflammation, lymphocyte B, mais finalement, in fine, on a quand même des résultats sur l'atrophie
qui est quand même le marqueur, pour l'instant en tout cas, même s'il est indirect, de la dégénérescence. Le ciponimode fait partie du groupe des nimodes, un petit peu comme le gillénia, le fingolimode. Il a la spécificité de moduler sélectivement les récepteurs aux sphingosines 1-phosphate de type 1 et 5, que j'ai encadré ici. Et vous voyez une action sur la fonction des oligodendrocytes. Donc là, on espère avoir observé avec ce produit une forme de remyelisation chez nos patients, en plus éventuellement d'un effet neuroprotecteur. L'autre intérêt de ce produit, c'est qu'il pénètre la barrière hémato-encéphalique, ce qui n'est pas le cas de l'ocrelizumab par exemple. Donc on imagine avec ce produit qu'on pourra avoir une action in situ dans le système nerveux central. L'étude de phase 3 s'appelle EXPAND. Elle a été menée à son terme. Elle a été présentée en 2016 à l'ECTRIMS avec des résultats très positifs dans la forme secondairement progressive avec une aggravation du handicap, c'est-à-dire vraiment pour lesquels on a une démonstration évidente de l'aggravation du handicap. Et cette étude remplit tous les gold standards, le gold standard comme pour le crélizumab, avec peut-être un âge moyen relativement identique, un tout petit peu supérieur, mais une médiane de DSS plus élevée, ce qui montre que ces patients étaient potentiellement plus atteints. Ceci dit, le délai médian depuis la progression était lui un peu plus restreint puisqu'il était de 4 ans. Le critère principal était le même, le suivi de 2 ans. Et là aussi, on montre avec ce type de produit une amélioration de l'évolution du handicap dans le groupe ciponimode versus placebo. Voilà, avec un petit p significatif ici, réduction du risque de 25%. Là aussi, comme pour le crélizumab, 4 des 5 critères secondaires étaient positifs, et avec notamment ce critère important, qui est la réduction de 23% de l'atrophie cérébrale versus placebo. Donc si je reprends mon petit schéma, on a l'AMM pour les secondairement progressives avec poussée, on a l'AMM pour les formes primaires progressives, avec ou sans poussée, et je fais le pari, je m'engage là devant vous, peut-être un peu seul pour l'instant, mais qu'on aura un jour l'AMM pour le ciponimode dans ses formes secondairement progressives, sans poussée surajoutée. Donc si on reprend le scénario que je vous ai présenté tout à l'heure, on agit là sur l'inflammation. C'est bien, d'accord. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Est-ce qu'il existe d'autres molécules qui agissent à d'autres étapes? La réponse est oui. Une molécule s'appelle la biotine, avec une ATU en cours. Donc là aussi, vous pouvez traiter vos patients atteints de sclérose en plaques progressif en agissant plus, vous voyez, sur une voie métabolique et non plus sur une voie inflammatoire pure. La biotine est un produit, donc c'est une vitamine, c'est en fait une coenzyme de plusieurs enzymes mitochondriales. Et cette molécule était initialement prescrite pour favoriser la repousse capillaire, comme vous voyez ici. Alors, je crains malheureusement que le produit ne soit pas aussi spectaculaire que le démontrent les images, à des doses vraiment très très faibles. Ce produit est prescrit actuellement donc à des doses bien supérieures à celles utilisées pour la repousse capillaire, et l'effet escompté et observé en tout cas dans des études fondamentales est une augmentation de la production d'ATP dans les neurones et les astrocytes en agissant sur les coenzymes et l'activation secondaire du cycle de Krebs, agit en augmentant la production de citrate nécessaire pour la synthèse des lipides, et c'est là qu'on a introduit un peu les bases de réflexion pour la production de la myéline, qui est une hypothèse de fonctionnement, puisque cette molécule active également 2 enzymes limitantes, l'acétyl-CoA-carboxylase 1 et 2, nécessaires à la synthèse de la myéline par les oligodendrocytes. Donc une belle promesse métabolique, énergétique et de production de myéline avec ce produit. Une étude qui est une étude de phase 2B ou 3, suivant qu'on est français ou étranger, car cette molécule est à promotion française dans un premier temps, a montré chez à peu près 120 malades une amélioration, vous voyez ici, du handicap chez 12% des patients après 9 mois de traitement, ce score étant confirmé à 1 an. Et vous voyez que dans le groupe placebo, aucun de ces patients n'a amélioré son critère de jugement principal. Je tire juste votre attention sur plusieurs éléments. Le premier, c'est l'âge des patients qui étaient inclus dans cette étude. 51 ans, des patients plus âgés que ce qu'on a vu précédemment, avec là aussi un score EDSS, donc de handicap, relativement élevé à 6. Donc des patients pour lesquels probablement l'inflammation n'est pas l'élément déterminant. Le critère de jugement principal est un critère un peu original, je ne vais pas m'appesantir dessus, mais c'était soit l'amélioration du handicap, soit du test de marche. Et l'autre élément intéressant, et vous voyez dans les phases d'extension qui ont eu lieu après cette année de traitement, dans le groupe placebo qui a switché pour la biotine, une amélioration également de ce critère de jugement principal. Voilà, donc pour conclure, après ce bref, succinct topo qui essaie d'être synthétique et didactique, oui, il faut traiter toutes les formes progressives de sclérose en plaques, les formes secondairement progressives et progressives primaires, d'une part parce qu'on a déjà plusieurs AMM qui sont disponibles,
Pour les formes secondairement progressives avec poussée surajoutée, je vous l'ai montré. Pour les formes primaires progressives avec l'ocrelizumab, alors il est précisé dans l'IBD de l'AMM qu'il s'agit des progressions au stade précoce en termes de durée d'évolution de la progression et de handicap. On pourra rediscuter ce point. Et en approche, probablement les CEP secondairement progressives sans poussée à l'aide du siponimod. Oui, on va traiter l'inflammation préférentiellement avec ces produits, mais l'inflammation, et Hélène l'a rappelé dans ses cas cliniques, peut être persistante après plusieurs années, des dizaines d'années d'évolution de la progression, même si, avec des IRM qui montrent des prises de contraste. Donc, l'inflammation est un élément vraiment très important qui va secondairement conduire à la dégénérescence. Donc, traiter l'inflammation n'est pas une erreur, à mon sens, dans les formes progressives. Il y a une question non résolue qui est celle de l'âge et du handicap des patients qu'il faut traiter, mais on a vu qu'avec, par exemple, la biotine, on peut traiter des patients plus âgés et des patients avec un handicap plus évolué. Voilà, avec un mode d'action de la biotine qui est très intéressant puisqu'il n'est pas juste axé sur l'inflammation et même pas du tout. Hein. L'autre élément que je n'ai pas eu le temps de vous détailler, c'est la tolérance de ces produits qui est quand même excellente et permet un rapport bénéfice-risque qui est quand même particulièrement bon. Donc voilà, je voulais insister sur ce point. Je laisserai Aurélie prôner le contre, mais j'espère vous avoir convaincu qu'on peut faire quelque chose pour nos malades au prix d'un rapport bénéfice-risque extrêmement favorable. Voilà, merci pour votre attention. Donc, merci Nicolas pour cette présentation enthousiaste et très proactive vis-à-vis de la prise en charge des patients en forme progressive. Je pense qu'on attend avec impatience l'argumentaire contre. Donc ça sera le docteur Aurélie Ruet, qui est MCUPH à Bordeaux, qui va développer cet argumentaire et ensuite on fera une discussion commune et des questions communes. Je remercie pour cette introduction et je remercie les organisateurs pour cette invitation à participer à la controverse sur les traitements des formes progressives de sclérose en plaques. Donc voici mes liens d'intérêt. Donc, après des données concernant la physiopathologie des formes progressives, je vais faire des rappels brefs sur la classification que vous avez déjà entendu, et puis donc axé sur les résultats des essais thérapeutiques dans les formes progressives. Donc, ce qui est important de considérer, c'est que la sclérose en plaques est une pathologie dégénérative. Vous avez ici un graphique qui a été montré tout à l'heure avec des données issues de la cohorte de Rennes, avec ici en ordonnée le score d'incapacité, le DSS, et en abscisse la durée d'évolution de la maladie. Vous avez une première phase dite inflammatoire, pour laquelle la durée est variable d'un patient à l'autre pour atteindre ce niveau d'incapacité considéré modéré à 3. Mais ensuite, il existe des arguments pour proposer une phase dite neurodégénérative, indépendante de l'inflammation, puisque vous le voyez ici, la durée est identique pour tous les patients pour atteindre un niveau d'incapacité à 6, qui est l'utilisation d'une aide à la marche. Ces travaux et d'autres travaux issus des cohortes de Lyon notamment ont montré que l'évolution de la maladie était âge-dépendante. Comme vous le voyez ici, indépendamment du mode du début de la maladie, qu'il soit par poussée, rémittent ou progressif, les patients atteignent à des âges identiques des niveaux d'incapacité dits irréversibles, 4, 6 ou 7. Concernant l'inflammation, nous avons entendu qu'il existait une inflammation focale et diffuse. Donc, dans les formes progressives, l'inflammation focale est minoritaire et diminue progressivement au cours de l'évolution. Il existe principalement une atteinte diffuse avec, nous l'avons entendu, une activation microgliale et une inflammation au niveau de la substance blanche dite d'apparence normale, et également une compartimentalisation de cette inflammation avec description des follicules méningés. Consécutivement à l'inflammation, mais également de façon parallèle et indépendante, la maladie progressive est marquée par une atteinte dégénérative. Différents mécanismes ont déjà été abordés, avec notamment l'atteinte au niveau de la mitochondrie, des processus de stress oxydatif et de dégénérescence axonale. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'atteinte axonale est corrélée à la progression du handicap irréversible. Donc, concernant les classifications des formes progressives, auparavant, nous distinguions principalement les formes progressives primaires d'emblée et les formes secondairement progressives, c'est-à-dire secondairement à une évolution par poussée. Et actuellement,
la nouvelle classification prend en compte l'activité de la maladie, définie soit cliniquement en termes de poussée, soit visible sur l'IRM par des nouvelles lésions en T2 ou des prises de contraste, et également par la progression, définie cliniquement de façon annuelle. Donc on peut avoir une combinaison de formes actives progressives à l'extrême des formes non actives sans progression. Donc ça, je pense que c'est vraiment intéressant à considérer pour les nouveaux essais thérapeutiques des formes progressives. Ce que je vais vous présenter va prendre en compte l'ancienne classification, puisque ce sont des études qui sont parues ces dernières années, et donc je vais vous présenter initialement les résultats des essais dans les formes secondairement progressives. Concernant l'utilisation des immunomodulateurs de type interféron, sur 4 essais, un seul a montré un bénéfice avec une diminution de progression du score EDSS, et vous le voyez ici avec un effet certes présent, mais très modeste. Il existe de façon indéniable un effet sur l'inflammation, diminution du nombre de poussées, diminution de nouvelles lésions, mais un effet soit absent, soit modeste sur la progression du handicap. Concernant maintenant l'utilisation des immunosuppresseurs dans les formes secondairement progressives, nous l'avons entendu, la phase 3 portant sur la mitoxantrone avait été publiée en 2002 avec un critère de jugement composite. Le résultat principal est en effet positif, avec un effet significatif sur le critère composite principal. Il existe des limites méthodologiques à cette étude, mais en effet, elle a conduit pour une catégorie très précise de patients, c'est-à-dire des patients très actifs, avec une forme dite agressive de sclérose en plaques, à l'utilisation de la mitoxantrone. Concernant l'essai PROMESS qui a été abordé également, le critère de jugement principal a été négatif et l'utilisation de bolus de cyclophosphamide versus méthylprénisolone n'a pas montré sur le critère principal de réduction de progression du handicap. Par contre, comme il a été souligné, cet essai a manqué de puissance et malheureusement, de nombreux patients sont sortis d'études dû à la mauvaise tolérance, notamment digestive, du cyclophosphamide. Donc il faut souligner que pour les patients qui ont supporté le cyclophosphamide, ils étaient quasiment 3 fois moins à risque de progression du handicap. Concernant maintenant l'étude ASCENT, avec un traitement anti-inflammatoire très utilisé dans les formes rémitantes, qui est le natalizumab, l'essai a été négatif et arrêté prématurément. Il existait un effet indéniable sur l'inflammation, mais pas sur la progression du handicap. Il faut souligner que dans cet essai, la plupart des patients étaient considérés non actifs sur le fait que dans les 2 dernières années, ils n'avaient pas présenté de poussée. Enfin, dans les formes secondairement progressives, nous avons entendu les résultats de l'étude EXPAND qui visait à évaluer l'efficacité du siponimod versus placebo. Donc, ce traitement ne permet pas de diminuer complètement la progression du handicap. Il existe certes un effet, mais modeste, avec 21% de réduction de progression confirmée du handicap à 3 mois. Et surtout, ce qu'il est intéressant de considérer, c'est qu'il existe un sous-groupe pour lequel ce traitement est bénéfique, qui concerne les sujets jeunes, ayant une durée de maladie courte et actifs, soit cliniquement avec des poussées, soit sur le plan IRM avec des lésions prenant le contraste. Concernant maintenant les résultats des essais dans les formes progressives primaires. L'immunomodulateur acétate de glatiramère a été utilisé avec un résultat négatif sur la progression confirmée du handicap. L'étude INFORMS, qui était très attendue, qui visait à évaluer l'efficacité du fingolimod, a été également négative. Et également l'analyse en sous-groupe, donc pour les patients jeunes et actifs, a été également négatif. Donc encore une fois, on souligne l'effet anti-inflammatoire de ces traitements qui est indéniable sur la diminution du nombre de nouvelles lésions en T2 ou de prise de contraste, mais ça ne suffit pas à prévenir la perte axonale et la progression du handicap chez ces patients. L'essai Olympus, qui a visé à évaluer l'efficacité du rituximab versus placebo, a également un résultat négatif concernant son critère de jugement principal. Il existait par contre, lors de l'analyse en sous-groupe, une niche avec un effet bénéfique pour les patients jeunes, les jeunes hommes, avec une IRM active. Ainsi, nous avons entendu les résultats donc, positifs de l'étude Oratorio, qui a cette fois-ci utilisé un anticorps monoclonal humanisé, l'ocrelizumab. Donc, vous voyez que dans les 2 groupes, il existe une progression du handicap
qui est certes réduite de 24% dans le groupe traité par ocrelizumab. Ce qu'il est très intéressant de regarder, ce sont les caractéristiques démographiques de ces différentes études dans les formes progressives primaires. Et vous voyez que dans l'étude Oratorio, donc testant l'ocrelizumab, il s'agissait de jeunes patients ayant une durée de maladie courte et des malades actifs avec un quart des patients ayant des prises de contraste sur l'IRM initial. Donc oui, dans ces cas-là, il existe une fenêtre thérapeutique pour traiter les jeunes patients avec une forme active au début de la phase progressive. Et donc ça a conduit les autorités européennes à accepter ce traitement dans les formes progressives jeunes actives. Mais comme vous l'avez compris, tous ces traitements agissent sur l'inflammation et nous l'avons entendu, dans les formes progressives, l'inflammation est diffuse et compartimentalisée au niveau du système nerveux central. Et donc il existe un problème d'accessibilité de la plupart des traitements pour agir directement au site de l'inflammation. Également, ces traitements n'agissent pas de façon directe sur la neurodégénérescence, ce qui explique la poursuite de l'atteinte axonale et la réduction soit modeste, soit absente de progression du handicap. La limite d'utilisation des traitements anti-inflammatoires porte donc sur des patients dits âgés, avec une durée de maladie importante, un niveau d'incapacité élevé, et puis des patients considérés non actifs, c'est-à-dire sans activité inflammatoire détectable en pratique clinique, sans poussée, sans prise de contraste, et avec une atteinte structurelle importante, avec une atrophie, perte de volume irréversible ou des trous noirs, donc des hyposignaux T1 persistants visibles sur l'IRM. Donc les pistes pour l'avenir sont de cibler donc d'autres mécanismes d'action, et nous l'avons entendu, la neuroprotection, la réparation, la remininisation, qui est le corps de la cible thérapeutique pour les formes progressives. Donc, comme ce qu'il a été présenté par rapport à la biotine, donc l'utilisation à forte dose de biotine a permis seulement donc pour 13% des patients une amélioration après 9 mois de traitement confirmée à 1 an. Quand on regarde ici le score de DSS moyen, donc sur la durée de l'étude à 1 an, il est certes statistiquement significatif, mais une diminution ou une variation de DSS 0,03 n'est pas cliniquement pertinente. De plus, pour le groupe traité par Kizende, la proportion de patients ayant une progression de leur maladie n'était pas différente du groupe traité par placebo. Donc oui, ce traitement a une ATU pour les patients ayant une sclérose en plaques progressive primaire ou secondaire non active, avec dans l'étude des critères d'inclusion avec un EDSS entre 4 et 7. Donc actuellement, quelle est la place pour des patients qui auraient une maladie plus évoluée, un handicap supérieur? Il ne faut pas traiter les patients ayant une forme progressive active par biotine. Et même avec cette précaution, actuellement, donc des études sont en cours suite à l'observation de certains réveils inflammatoires de patients traités par biotine. Donc je nuancerai par rapport à la tolérance sur ce traitement et sur d'autres traitements dont je n'ai pas le temps d'aborder, mais sur les précautions d'emploi, également pour la biotine, les interactions médicamenteuses chez nos patients qui sont progressifs, en général âgés, avec différentes comorbidités. Donc non, il ne faut pas traiter toutes les formes progressives de sclérose en plaques. Oui, il existe une niche avec proposition d'un traitement anti-inflammatoire pour des formes progressives jeunes actifs, avec les connaissances actuelles et l'utilisation des traitements anti-inflammatoires, après évaluation de la balance bénéfice-risque. Mais actuellement, il manque d'arguments pour proposer un traitement de façon systématique. Probablement, il serait intéressant de proposer d'autres objectifs et critères de jugement dans nos études en intégrant d'autres composantes, comme au niveau clinique, l'atteinte cognitive, au niveau biologique, la recherche de neurofilaments ou d'autres biomarqueurs en imagerie, pour avoir des marqueurs plus spécifiques des formes progressives. Et donc les nouvelles pistes thérapeutiques seront en vue de diminuer l'inflammation diffuse derrière cette barrière hématoméningée qui a été réparée, des mécanismes de neuroprotection et de remininisation, c'est vraiment l'enjeu majeur, mais actuellement donc on n'a pas les moyens thérapeutiques pour traiter tous nos patients ayant une forme progressive de sclérose en plaques. Je vous remercie de votre attention. Je crois que j'ai envie de... Tous les trois.
de demander à l'audience, un peu dans la tradition de l'American Academy, de voter. Ce qui impose, pour qu'on puisse voir dans quelle direction va le vote, que la lumière soit... Est-ce qu'on peut allumer... Est-ce qu'on peut allumer la salle? Est-ce qui est responsable de la lumière? Je sais pas, quelqu'un éteint la lumière. Parce que là, si vous votez, on ne va pas être capable d'ici de voir qui est pour et qui est contre. Ah, voilà. Donc vous avez deux prises de position qui étaient vraiment très solidement défendues, avec beaucoup d'arguments puissants qui peuvent vous rendre hésitant, mais vous, lorsque vous verrez des patients, vous ne pouvez pas prendre en même temps deux positions. Vous avez donc à choisir pour votre pratique quelle est l'attitude que vous prenez. Soit vous pensez que dès lors que vous avez un patient qui a une forme progressive dans toute sa diversité, vous pensez que ça vaut la peine de tenter un traitement. On a atteint un niveau de démonstration suffisamment convaincante et un rapport, un risque-bénéfice qui vous paraît équilibré pour dire que tous les patients doivent donc, dès lors qu'ils ont une forme progressive, utiliser les médicaments qui sont en train d'émerger dans notre pratique. Ou une position qui est peut-être plus féminine, un peu plus en retrait, mais qui est tout aussi importante et bien documentée. Par Aurélie, qui est de nuancer, de chercher des arguments qui se ressemblent davantage à ceux pour lesquels le traitement a semblé efficace. Donc, je demande qui est pour l'attitude de traiter avec les médicaments qui émergent l'ensemble des formes progressives. Donc, levez la main. Allez. Bon. Voilà. Alors maintenant, qui est contre, qui pense qu'il faut réserver... Bon, Nicolas, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que vous ne connaissez pas super bien les produits encore, mais ça va venir. Voilà. Alors, je voudrais attirer votre attention sur deux éléments pour votre pratique. C'est qu'il y a une terminologie, il va falloir qu'on trouve cette terminologie en français, mais les Anglais l'ont bien définie, qui est ce qu'ils appellent the worsening progression, hein, qui est concernant l'aggravation du handicap. Fred Lublin utilise le terme de worsening pour simplement indiquer que le handicap a atteint un niveau supérieur, quel que soit le mécanisme qui conduit à cette aggravation de l'EDSS, que ce soit un mécanisme que l'on peut imaginer plus insidieux, plus graduel, ou que ce soit un mécanisme qui apparaît plus que l'on voit dans l'inflammation focale. Et il réserve le terme de progressing, hein, pour une progression du handicap qui n'est pas accompagnée d'éléments qui documentent un processus inflammatoire, que ce soit en clinique ou en IRM. Et ce qu'on va vous demander pour les années qui viennent, justement, c'est d'être capable, dans votre pratique, de différencier, quand vous voyez un patient, ce qui s'est passé dans l'année qui précède. Est-ce que c'est un patient qui s'est aggravé en termes de DSS, donc voilà, il s'est aggravé, mais vous aurez à penser, est-ce que c'est une aggravation avec une activité inflammatoire clinique ou IRM, ou sans activité inflammatoire clinique ou IRM, car, malgré tout, quand on épluche les résultats de l'ensemble des études, on voit bien qu'on reste un petit peu dans une situation où on a, pour un même médicament, on a des études qui sont positives. Alors que dans les formes rémitantes, les mêmes médicaments sont tous positifs. Tous positifs. Dans les formes progressives, on en a qui sont positifs et on en a qui sont négatifs. On a des anti-CD20, on a une étude qui est négative avec le rituximab, où on a recruté large, et avec le crélisumab, où ils ont dit, tiens, on a appris de l'étude précédente qu'il fallait sélectionner un groupe de patients, et elle devient positive. Et puis pour le fingolimod, on a une étude qui est négative, et pour le siponimod, on a une étude positive. Pour l'interféron, dans les formes secondaires, on a des études positives et des études négatives. Donc il faut bien chercher quels sont les éléments qui, pour ces formes progressives, les différencient. Et aujourd'hui,
en attendant les travaux de Nicolas, pour nous démontrer qu'on continue à avoir un bénéfice dans les formes qui s'aggravent de façon insidieuse, on entend les résultats d'études qui vont certainement venir, on est obligé de considérer que ce qui est démontré, c'est essentiellement l'efficacité de médicaments qui agissent sur des maladies qui restent malgré tout actives, même si on sait que quand les gens ont une forme progressive, ils sont généralement plus âgés et que chez les gens plus âgés, il y a moins d'activité. Voilà. Juste pour rajouter quelque chose et le dire différemment, parce que c'est aussi un de mes dadas, c'est faites attention, les essais cliniques, c'est pas la vraie vie. Et ce qu'on mesure dans les essais cliniques, c'est de l'accumulation du handicap, c'est pas de la progression. Et c'est pour ça qu'on montre aujourd'hui que des médicaments sont efficaces, parce qu'en fait, les médicaments qu'on utilise sont des médicaments qui vont agir sur l'inflammation, et quand il y a moins d'inflammation, il y a moins d'accumulation du handicap, ce qui ne veut pas dire qu'il y a moins de progression. Et finalement, le seul moyen aujourd'hui de démontrer dans un essai clinique qu'un médicament agit sur la progression, ça serait de prendre dans cet essai clinique des patients qui sont purement progressifs, sans aucun signe d'inflammation, ni poussée, ni lésions focales qui sont apparues dans les 2 dernières années. Et ça vous explique les résultats discordants des essais cliniques avec un médicament comme le natalizumab, qui est probablement un des plus efficaces qu'on ait sur l'inflammation, mais qui ne marche pas dans les formes secondairement progressives. Pourquoi? Parce qu'il a été essayé chez des patients qui étaient déjà très tardifs dans une phase où il y avait plus d'inflammation. Donc vraiment, faites attention à ça quand vous analysez. Et on ne va pas monopoliser la parole, on a quand même le temps pour 1 ou 2 questions de la salle, peut-être. Du coup, est-ce qu'il y a une question brûlante dans la salle? On a oublié de dire en introduction qu'on attendait les questions. Donc on ne partira pas tant qu'il n'y aura pas 2 questions des internes. Bon. Le micro se balade. Des chefs de clinique, éventuellement? Oui. Luc, monte. Oui, bonjour. C'était pour avoir justement des précisions par rapport à la place du Cellcept ou du méthotrexate dans les formes progressives éventuellement. Vous n'en avez pas parlé, je crois. Alors, il faut que tu parles plus fort. La place du Cellcept ou du méthotrexate dans ces formes progressives. Oui, bon, pour le métaux, il y a une vieille étude qui a montré que dans les formes secondairement progressives, on arrivait quand même à préserver une certaine fonctionnalité. C'est une vieille étude, maintenant, c'est vrai qu'on l'utilise assez peu. Le Cellcept, comme l'Immurel, peuvent être utilisés en relais de l'endoxan. C'est ce qu'on fait, nous, en tout cas à Strasbourg, après 1 an de traitement par endoxan. On cherche à prolonger l'effet de l'endoxan avec un traitement au long cours Péros de ce type-là. Sachant que l'endoxan, il y a quand même une toxicité cumulative et qu'à un moment donné, on est obligé d'arrêter les perfusions mensuelles, en tout cas. Voilà, mais le niveau de preuve, là, j'aurais du mal à te le démontrer pour le Cellcept et pour l'Immurel. Ceci dit, je reviens quand même sur une chose, c'est qu'il y a la théorie puis il y a la pratique. Il y a le patient même de 55, 60 ans avec un EDSS à 7, même s'il n'est pas stricto sensu dans les études et qu'il est difficile de prendre une décision, vous allez, à mon sens, vous allez quand même essayer de le traiter, ne serait-ce qu'avec de la biotine, ou essayer quand même d'évoquer des stratégies thérapeutiques, pourquoi pas les anti-CD20 si le rapport bénéfice-risque semble favorable. Oui. Voilà. Attention. Là, on est dans le débat. Tous les experts n'auront pas cette attitude-là. On est dans l'expérience des uns et des autres. Et à partir des expériences qu'on a, on peut avoir des attitudes. Mais là, si on essaye de dire qu'est-ce qui est démontré, on ne peut pas raisonnablement dire que pour les médicaments qui n'ont pas fait l'objet d'une étude scientifique, ça reste des pratiques, mais ça ne reste pas des recommandations pour votre propre pratique. Je crois que c'est un point qui est important. Il faut savoir que très longtemps, on était dans la difficulté parce qu'on était dans l'esprit que les neurologues jamais n'accepteraient que des malades puissent rentrer dans une étude et recevoir un placebo et pas un produit actif. C'est bien qu'on a mis beaucoup de temps, et toute la période où il y a eu de l'Immurel, de l'endoxan, il n'y a pas eu vraiment de très très bonnes études. C'est bien qu'on a raté pour ces produits des études vraiment solides qui permettent de savoir exactement où on en est. Donc il y a une zone d'incertitude pour savoir exactement la place de ces produits qui certainement doivent pouvoir avoir un effet, mais on n'est pas capable de vous dire quels sont les malades qui vont en bénéficier.
Je crois qu'il ne faut pas que vous oubliez une chose aussi quand vous réfléchissez à mettre en route un traitement. C'est difficile de dire non à un patient ou de dire qu'il n'y a pas d'indication thérapeutique validée, première chose. Qu'il faut toujours réfléchir aux bénéfices-risques et que ces médicaments, le Cellcept, l'Immurel, ont aussi des effets indésirables, parfois des effets indésirables graves. Et je crois qu'il ne faut pas que vous oubliez une dernière chose, et actuellement elle devient de plus en plus importante, c'est la dimension médico-économique de ces médicaments. Quand on parle de la biotine, ça a un coût qui est un coût assez élevé aujourd'hui. Et je pense que dans votre pratique demain, il faudra, et aujourd'hui déjà, il faut vraiment que vous ayez toutes ces dimensions en tête et pas seulement la dimension essai clinique globalement.